La Journée internationale du droit de savoir a été lancée en 2003. Elle est désormais célébrée tous les 28 septembre dans le monde entier, ou presque, car le monde arabe, comme aime à dire la rue arabe, est toujours l'exception qui confirme la règle. Combien parmi les 250 millions de citoyens arabes savent que ceux qui les gouvernent ont l'obligation de rendre accessibles les informations à ceux qui les demandent? Il faut le savoir aussi, le droit à l'accès à l'information est un des droits fondamentaux de la Charte universelle des droits de l'homme. Beaucoup de pays dans le monde ont instauré de nouvelles lois sur l'accès à l'information. Si les pays de l'Union européenne ont réalisé quelques avancées, très peu de changements sont intervenus dans les pays arabes. Madame Heidi Hautala, ministre finlandaise pour le développement international, a fait le déplacement d'Helsinki à Bruxelles ce 28 septembre 2011 pour célébrer la Journée internationale du droit à l'accès à l'information. Madame la ministre, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, je suis très contente d'être ici. Madame la ministre, on dit que la Finlande est un pays modèle par rapport à la transparence. Quel est le secret? Le secret est que depuis 1766, on a une loi qui est une garantie pour les citoyens à l'accès à l'information. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'était le roi de Suède qui a donné ce droit aux citoyens. Et notre pays, la Finlande, était une partie de la Suède dans ce temps-là. Mm-hmm. Donc ça remonte déjà à plusieurs siècles. Oui. Ça fait plaisir. Madame la ministre, les citoyens finlandais ont accès à l'information avant même que le gouvernement prenne des décisions. C'est extraordinaire. Mais c'est nécessaire parce que si on discute comment est la démocratie moderne, je pense que c'est nécessaire, c'est essentiel que le citoyen peut parvenir aux décisions avant que les décisions sont faites. Et ça, c'est l'essence de la participation civique. Et c'est pour ça que c'est important que les documents officiels sont accessibles, avec quelques restrictions naturellement aux citoyens, pas à tout le monde. Et nous sommes très contents de voir que pendant les dernières, à vrai dire, 15 ans, l'Union européenne a adopté les mêmes principes pour ces réglementations de l'accès aux informations. Et malgré tout ça, vous dites que les Finlandais ne sont pas au courant de tout ce qui se passe au niveau de leur gouvernement? Je pense que c'est très important d'avoir un renseignement civique pour le citoyen de savoir et connaître ses droits. Et c'est ça qui peut-être manque parfois. Souvent, je rencontre des gens au niveau local et peut-être juste dans la municipalité, ces obligations de l'autorité ne sont pas assez connues et ne sont pas assez connues parmi les citoyens. Mais je pense que même notre pays, avec ses traditions très longues, a besoin d'un renseignement de citoyens permanent. Alors, l'accès donc à ces informations, ce droit de savoir, il peut être aussi individuel. Quels sont les moyens qui ont été mis à disposition pour permettre aux citoyens? Donc, est-ce que n'importe quel citoyen peut appeler sa municipalité, par exemple, et dire « Écoutez, moi, j'ai besoin d'avoir accès à tel et tel document ». Oui, c'est exactement ça. Depuis 1766, le citoyen a eu le droit d'aller au bureau de l'autorité et demander de voir le registre des documents qui sont arrivés. Mais maintenant, naturellement, on a l'Internet. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment partager l'information avec les citoyens, il est possible de faire l'emploi de websites, de l'Internet. Et c'est exactement ça que l'Union européenne a fait. Toutes les institutions européennes ont le website
qui donne accès direct à beaucoup de l'information. Mais si les documents ne sont pas accessibles directement, le citoyen, et ça c'est vrai pour la Finlande aussi que pour les institutions européennes, on peut demander l'accès et si on a refusé l'accès à cette information, on peut appeler contre cette décision négative. Et les autorités doivent mentionner quelle est l'exemption ou restriction qui donne la possibilité de refuser le document. Et si le citoyen n'est pas content, on peut appeler contre la décision. Et après tout ça, si la deuxième fois donne une réponse négative, on peut aller à la cour. Et ça, c'est le pouvoir qui donne comment interpréter la loi. D'accord. Vous le disiez, Madame, tout à l'heure, le citoyen n'a pas le droit de tout savoir. Alors, comment on peut définir les limites entre les informations confidentielles, les secrets d'État, et puis les informations publiques? Je pense qu'il y a quelques catégories importantes. Par exemple, la protection de la vie privée est très importante. Les autorités ne doivent pas publier les données qui sont dans le domaine de la vie privée de quelqu'un. Et une seconde catégorie, c'est les affaires étrangères. Et je dois dire que j'ai moi-même fait un appel à la Cour européenne il y a quelques 12 ans. Parce que j'ai été refusé un document par le Conseil européen qui était sur... Vous étiez alors députée européenne? Oui, mais j'ai fait ça comme citoyen. Très bien. Comme citoyen, parce que dans quelques aspects, le citoyen a les mêmes droits qu'un député. Alors, j'étais refusé accès à ce document qui était sur les exportations de weapons. Des armes? Des armes, l'exportation des armes, excusez-moi. Et après, la Cour a décidé que l'institution européenne a eu obligé d'examiner ces documents pour un accès partiel. Et ça signifie que peut-être parfois il y a des éléments ou des données comment est-ce que dit, pas sensible, mais... Oui, sensible. Sensible. Oui. Est-ce qu'on dit ensemble? OK. Parfois, les documents ont des éléments sensibles. Oui. Et dans ce cas, les autorités peuvent juste donner un stylo noir et barrer les éléments qui sont sensibles. Et quand même, ces informations qui restent dans le document sont intéressantes pour le citoyen. Et ça, c'était le résultat de mon cas à la Cour européenne. Et nous sommes peut-être quelques dizaines de gens et des organisations, des entreprises qui ont allé à la Cour européenne. Et vous considérez que vous avez eu gain de cause? Oui, c'est vrai, parce que chaque cas est important pour consolider l'interprétation de le règlement. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche de Wikileaks? Je pense que la plupart des documents de Wikileaks pourraient être accessibles quand il y a une loi très progressive sur l'accès à l'information aux États-Unis. Et je pense que le réel problème avec le Wikileaks, c'est que maintenant peut-être on a créé un vrai danger pour quelques individus qui sont nommés dans ces documents. Et c'est vraiment grave. Je pense que c'est grave. C'est pas une petite chose. Je suis tout à fait à la transparence, mais cette manière d'éviter la responsabilité de la protection de la vie privée, je pense que c'est irresponsable. Mais je pense quand même que
Wikileaks a fait une grande chose par expliquant comment, en montrant comment il est utile et essentiel de créer la transparence. Et ça, c'est la grande chose. Mais avec quelques remarques négatives. Quel rôle vous pensez, les médias notamment, mais pas seulement, les organisations non gouvernementales, quel rôle ils peuvent jouer pour aider le citoyen à accéder à l'information? Je pense que les journalistes, les associations des journalistes, les associations civiles sont très importants parce que parfois il n'est pas connu par le citoyen individuel quelles sont les informations intéressantes et relevantes de l'autorité. Et les associations et journalistes sont vraiment importants parce qu'ils représentent un grand public et représentent leur intérêt. Madame la ministre, et quand la presse n'est pas libre? Comment? Quand la presse, quand les médias ne sont pas libres dans des pays non démocratiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider le citoyen à avoir accès à l'information? Je pense qu'il faut commencer une demande pour une loi à l'accès à l'information. Parce que je pense aussi que les organisations internationales ont créé beaucoup de choses pour la transparence dans les pays qui sont en voie de développement. Parce qu'il y a encore beaucoup de gouvernements dans le monde qui n'ont pas même publié son budget. C'est vrai, c'est impossible de croire, mais c'est vrai. Et par exemple, Nicaragua, Turkménistan sont des pays qui ne publient son budget. Et comment faire ces gouvernements comptables vis-à-vis des citoyens, c'est que soutenir les citoyens qui demandent l'accès à l'information. Et les institutions internationales comme la Banque mondiale, les gouvernements qui sont des donateurs pour le développement, doivent réellement demander que les gouvernements s'ouvrent. C'est essentiel de mettre en place une loi progressive pour l'accès à l'information. Quel est selon vous le plus important? Un média libre, donc une presse libre, ou alors une société civile forte? Quel est le plus important dans cette fonction, j'allais dire? Oui, je pense que la société civile ne peut pas être libre sans une média libre. Et aussi, la média libre n'existe pas si le gouvernement réprime les droits de la société civile. Il y a une liaison très forte avec ces deux choses, une média libre et une société civile libre. Et l'accès, le principe pour tous les deux, c'est l'accès libre à l'information avec quelques exceptions très limitées dans la loi. Ce qui permet certainement de réduire la corruption? Ah oui, je pense que c'est pour ça que la Banque mondiale a fait un accès très fort à l'accès à l'information, parce qu'on a réalisé que ça c'est l'instrument plus efficace contre la corruption, d'offrir les administrations nationales pour faire le gouvernement comptable vis-à-vis le citoyen, engager le Parlement vraiment dans les procédures budgétaires et des choses ça, et dans le contrôle du budget. Ça, c'est la transparence et l'accès à l'information qui est essentiel ici. Vous pensez que le printemps arabe va changer les mentalités, la culture d'appréhender l'information? Ah oui, je pense ça, parce que la raison d'être des révolutions dans le monde arabe, je pense que ce sont la manque
de l'accès libre à l'information, c'est le manque de médias libres. Et c'est le manque du respect par le gouvernement vis-à-vis de la société civile qui doit être libre. Et maintenant, je pense que les révolutions dans le monde arabe ne peuvent pas être accomplies sans un intérêt à ce sujet de transparence. Madame la ministre, vous savez que parmi les 80 pays qui sont signataires de cette convention, donc pour le droit de savoir des citoyens, il n'y a aucun pays arabe. La Jordanie, mais dans les faits, il n'y a rien. Donc elle est signataire, mais dans les faits, on ne pratique rien du tout. C'est-à-dire, les citoyens jordaniens n'ont toujours pas accès à l'information. Le monde entier célèbre donc cette journée internationale du droit pour le savoir, le droit de savoir, le droit d'avoir accès à l'information. Et le monde arabe, rien du tout. Non, mais je pense que c'est très actuel, cette question dans le monde arabe. Et je pense que les forces de la société civile, les nouvelles forces sociales, doivent comprendre qu'il est maintenant très actuel et important de prendre initiative pour une loi qui donne le droit à l'information aux citoyens. Il y a quelques exemples des années 90. La Slovaquie a eu un gouvernement très répressif après la fin de l'Union soviétique, quelques années. Et après cette expérience, la société slovaque a été prête d'adopter une loi très progressive quant à l'accès à l'information. Et ce droit existe aujourd'hui. Et peut-être les pays dans le monde arabe devraient maintenant voir comment on a fait ça dans quelques pays de l'Europe orientale. Vous croyez à ces réformes annoncées par un certain nombre de pays arabes où la révolution n'est pas encore passée? Vous êtes plutôt pour les réformes ou pour un changement? Pour une réforme ou changement? Non, je pense qu'il y a un changement très fondamental en train d'être un processus. Mais il ne faut pas oublier cette question de la transparence parce que les nouveaux gouvernements doivent être extrêmement soigneux qu'ils sont comptables aux citoyens. Parce que pourquoi est-ce qu'on a eu ce changement, cette révolution? C'est exactement que les citoyens ont été exclus de la prise de la décision. Et c'est ça qui doit changer. Si ça ne change pas, je pense que ces changements, ces révolutions ne vont pas réussir. Madame la ministre, je rappelle que vous êtes en charge d'un ministère très important, celui du développement international. Je rappelle aussi aux téléspectateurs que la Finlande est un des plus grands donateurs au monde et en Europe certainement. Vous ne pensez pas que la Finlande doit de plus en plus lier ses aides au développement avec la démocratie, la transparence? Oui, c'est vraiment mon accent. Comme j'ai pris cette fonction, j'ai déclaré que mes expériences dans le domaine de défense des droits humains et dans la transparence montrent qu'il est actuel d'incorporer ces éléments beaucoup plus dans nos efforts de développement, notre politique de développement. Et je pense que la Finlande a déjà fait beaucoup dans ce domaine. On discute beaucoup, on pratique quelque chose qui s'appelle une bonne gouvernance. Et c'est ça qui inclut, qui a tous les principes de la transparence, de la comptabilité, du gouvernement vis-à-vis des citoyens. Et je vais vraiment faire ce domaine un grand accent
ma politique du développement. Qu'est-ce que vous pensez des premières réformes en Arabie Saoudite? Le roi permet enfin aux femmes de voter, mais simplement au niveau local, au niveau municipal. Très franchement. Non, je pense très franchement qu'en anglais, on voulait dire too little, too late. Trop peu et trop tard. Mais quand même, peut-être ça donne un peu expectation qu'il y aura des étapes et après. Vous pensez que l'Union européenne pourrait éventuellement faire pression par rapport à cette partie du monde arabe, c'est-à-dire les pays du Golfe, mais pas tous, hein. Il y a beaucoup qui avancent un petit peu dans le sens de la liberté d'expression, dans la transparence, etc. Est-ce que vous pensez que l'Arabie saoudite, ça n'est pas le pays intouchable? Je pense que ce pays n'est pas intouchable parce que les citoyens dans ce pays ont commencé à demander des droits depuis longtemps et parce que les révolutions dans le monde arabe et du nord d'Afrique ont été très efficaces. Je pense qu'on ne peut pas éviter que ce pays aussi va être dans ce processus. Mais ce que nous pouvons faire comme partenaires de développement, de demander que nos partenaires respectent des droits fondamentaux. Par exemple, il y a beaucoup de pays dans le monde dans lesquels les femmes n'ont pas le droit de propriété égal vis-à-vis les hommes. Et comment est-ce qu'on peut soutenir les entreprises des femmes si les femmes n'ont pas la possibilité un droit de propriété? Et tout ça, je pense qu'il est vraiment actuel et important que les pays, la communauté des donateurs entrent dans un dialogue politique avec les pays en voie de développement dans ce domaine aussi. Les encourager à l'égalité des genres? L'égalité des sexes, l'égalité entre les hommes et les femmes dans cette... Non, c'est aussi quelque chose qui est très important dans la politique de développement de Finlande et dans les pays nordiques en général. Nous voulons incorporer le sujet de genre en toutes nos mesures de développement. Et on ne peut pas expecter des résultats dans notre politique de développement sans renforcer la position des femmes dans les pays qui sont les récepteurs de notre soutien. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et je pense que même, je dois mentionner ici que la Banque mondiale vient juste de publier un rapport très important qui montre que même les économies profitent comme les femmes sont renforcées dans les sociétés. Ce n'est pas juste une question de droits fondamentaux, c'est aussi une question des économies, du développement économique. Madame la ministre, merci doublement. Merci de nous avoir d'abord accordé cette interview. Et malgré justement le temps qui vous est imparti, vous êtes arrivé ce matin de Finlande et vous allez repartir tout à l'heure. En tout cas, merci d'avoir accordé cette interview à notre chaîne Al-Hiwar TV. Merci vraiment. Merci, c'était très agréable. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve dans 2 semaines, à la même heure et sur la même chaîne, bien sûr.